bonjour. Je vais essayer de ne pas m'éterniser, là. C'est difficile de passer en dernier, là. Je sens, hein, comme en fin de journée en classe. Ah, là, j'ai faim. Mais je vous tiens pas très longtemps. OK. Donc, euh, s'écrire Kintsugi, on va commencer par le titre, hein. Vous voyez que c'est bilingue. On va découper ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis le but, je vais juste le rappeler rapidement avant de commencer. Le but, c'est de vous inspirer, vous, à inspirer vos étudiants. OK? Fait que je fais vraiment la genèse du projet pour que vous puissiez voir d'où ça part, puis où vous pouvez aller chercher ça en vous aussi. Parce que le but, c'est pas de copy-paste, c'est de le mettre à votre sauce pour que ça résonne avec les étudiants. Fait que voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, OK, ça va être en 5 points. Je vais passer très rapidement là-dessus, là. Vous allez pouvoir les lire aussi. Donc, on va commencer vraiment avec la notion de kintsugi. Donc, art ancestral japonais, le kintsugi, donc kin qui veut dire art, et tsugi, proximité avec, donc on pense au joint, ok? La proximité. Donc, littéralement, jointure d'art. Ne dissimule pas les blessures, il les révèle. À l'aide de lacs et de poudres précieuses, le kintsugi répare les céramiques cassées en soulignant leurs fissures, faisant de la faille un lieu d'éclat plutôt qu'un défaut à faire disparaître. Issu de la philosophie wabi-sabi, sur laquelle je vais revenir aussi, le kintsugi célèbre la beauté de l'imperfection, du temps qui passe et surtout de l'usure vécue. Il rappelle que rien n'est figé, que toute chair, on parlait du tatouage tantôt, que toute chair porte les traces de son histoire, que la peau a une mémoire et que celle-ci ne diminue pas la valeur des choses ou de la personne, elle les rend au contraire plus précieuses. Je vous raconte quand même le mythe derrière la naissance du kintsugi parce que si je pensais que j'étais péri dans la vie, attendez notre shogun. Donc, on situe généralement la naissance du kintsugi au Japon, vers la fin du 15e siècle. La légende la plus souvent relayée m'enseigne le shogun qu'on a ici, Ashikaga Yoshimasa, grand amateur de céramique et de cérémonie de thé. Après avoir brisé l'un de ses bols de service préférés, il l'aurait fait envoyer en Chine afin qu'il soit réparé. L'objet lui revient, mais très grossièrement rafistolé, maintenu par des agrafes métalliques visibles et très peu élégantes. Déçu, pour ne pas dire en tabarnak, le shogun aurait alors demandé à ses artisans de trouver une méthode de réparation plus esthétique. C'est dans ce contexte qu'émerge le kintsugi. Une technique qui ne cherche plus à cacher la fracture, mais à la transformer en élément visuel central. Plutôt que de masquer la casse, on la souligne à l'aide de laque qu'on appelle la laque urushi et de poudre d'or. Le défaut devient alors un signe singulier, distinctif et presque ornemental. Donc, je reviens sur le wabi-sabi maintenant là, pour qu'on fasse un bel amalgame avec ça. L'invention du kintsugi révèle toutefois plus qu'un caprice aristocratique. Elle s'inscrit dans un cadre culturel déjà bien établi, celui du wabi-sabi. Qu'est-ce que c'est ça encore le wabi-sabi, vous allez me dire? C'est une sensibilité esthétique influencée par le bouddhisme zen qui était très présent hein, dans ces communautés-là, qui valorise l'impermanence, l'inachevé et la marque du temps. Le kintsugi apparaît ainsi comme la rencontre entre une contrainte matérielle, réparer un objet, brisé hein, surtout, et une vision philosophique où la fragilité n'est plus vue comme un échec, mais comme une condition à ta beauté. À partir de là, réparer devient un geste chargé de sens. L'objet restauré n'est pas ramené à son état initial. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de le transformer. Il porte désormais, de manière visible, assumée, l'histoire de sa rupture. C'est précisément cette logique qui fera du kintsugi, bien au-delà d'une technique artisanale, une véritable métaphore de la résilience. Cette tradition japonaise se situe alors à la frontière de l'artisanat et de la spiritualité. Réparer exige lenteur, précision, patience. Recoller, laisser sécher, polir, puis révéler les cicatrices alors. Le geste est long, périlleux,
À savoir surtout que la laque rouchie est toxique pour l'être humain. Donc, les artisans qui travaillent, c'est, c'est, c'est nocif pour eux. Mais il enseigne une leçon essentielle. Toute restauration véritable demande du temps. Plus qu'une technique, alors, le kintsugi apparaît comme une métaphore de la résilience. À l'image de l'objet brisé, l'être humain peut se reconstruire sans renier ses fractures. Les blessures ne sont pas à nier, mais à reconnaître, à intégrer et à transformer. Elles deviennent une cartographie intime et singulière de ce qui a été traversé. Ainsi, cette technique nous invite à reconsidérer l'illusion de la perfection, lisse, sans porosité. Il nous apprend que la réparation n'efface pas la douleur, mais lui donne un sens. Ce que l'art vient souligner, c'est pas la fêlure, c'est la survivance. À travers l'objet réparé, c'est le regard sur soi qui se transforme. Ce qui m'amène à la notion de catharsis. Avant de poursuivre, petite parenthèse, il faut savoir que mes intérêts de recherche universitaire tournent beaucoup autour du sujet féminin en littérature. Les exemples que je vais citer cadrent donc autour du sujet féminin. Entendez cependant que peu importe notre genre, nous sommes susceptibles de subir les traumas dont il va être question. Ce moment me sert aussi donc de traumavertissement. On rentre dans la matière traumatique genre lolo. Attachez votre tuque. La survivance d'un corps en souffrance. Certains corps portent plus lourdement que d'autres la marque de la violence. Mariage forcé, humiliation publique, exploitation sexuelle, torture, viol collectif, mutilation, revenge porn, crime dit d'honneur, violence institutionnelle, domestique, j'en passe. Ça sonne extrême, ça fait alarmiste, mais je vous l'assure, après les avoir écoutés, la réalité de certains de nos étudiants est plus traumatique que ça encore. Denis Mukwege, gynécologue congolais et prix Nobel de la paix en 2018, affirme lors d'une cérémonie à Strasbourg que le corps des femmes est devenu un véritable champ de bataille et que le viol, comme vous le savez très probablement, est utilisé comme arme de guerre. Mais la guerre déborde. Elle s'inscrit aussi dans d'autres chairs, d'autres silences, d'autres survivances. S'il existe un fil conducteur dans l'expérience du trauma, c'est l'apprentissage forcé de la souffrance, celle avec un grand S. Puis où est-ce qu'on la met, cette souffrance-là? Une souffrance qui traverse les corps, les genres, les âges, pénétration subie, atteinte répétée, douleur chronique, inflammation, souvenirs traumatiques enquistés dans la chair. Le corps devient le lieu du choc, le réceptacle du pouvoir, le territoire conquis. Certains corps, historiquement et structurellement, ils sont exposés davantage. Être un corps traumatisé, c'est vivre avec une mémoire à vif qui ne dort jamais. J'ai pensé à tous ces corps violentés, brisés, fragmentés, aux survivants de guerre, d'inceste, de torture, de domination. J'ai pensé aux femmes, bien sûr, mais aussi aux enfants, aux hommes, aux personnes queer, trans, racisées, marginalisées, à celles et ceux d'avant, d'aujourd'hui et de demain, à ceux qui viennent s'asseoir devant moi 2 fois par semaine pour me regarder faire mon show d'insignifiance historico-littéraire, pendant qu'ils vivent l'Armageddon en dedans. J'ai pensé à la honte, celle qui colle à la peau, celle qui ne devrait jamais appartenir aux victimes, celle héritée des mythes fondateurs, du péché originel, de la phallocratie, du pouvoir, de la violence. Puis j'ai repensé à moi, à 18 ans, fraîchement majeure, fraîchement violée, assise au fond d'une classe de cégep froide, écho, qui aurait vraiment eu besoin d'hurler ma douleur au creux de la bonne oreille. La littérature m'est rapidement apparue comme un socle d'émancipation pour les corps blessés. Toni Morrison, écrivaine afro-américaine et autre prix Nobel, cette fois de littérature, écrit Female freedom always means sexual freedom. Mais derrière cette affirmation, il faut entendre plus large. Toute liberté réelle passe par la reconquête du corps, du désir et de la mémoire. En s'écrivant, dit Hélène Sixou dans Le rire de la méduse, la femme fera retour à ce corps qu'on lui a plus que confisqué.
À censurer le corps, on censure du même coup le souffle, la parole. Écris-toi. Il faut que ton corps se fasse entendre. Grâce à la création littéraire, donc, les survivants de trauma peuvent faire retour à ce corps que l'autre, institution, agresseur, système, leur a arraché. La réappropriation du corps traumatisé, invisibilisé, nié, agit alors comme une violence figurative, assumée et surtout catharsique, dirigée contre les structures de domination qui ont fait de la chair un terrain conquis. Écrire ses cicatrices, sa rage, sa honte, mais surtout les partager avec une communauté ayant traversé des expériences traumatiques analogues, ne peut ouvrir qu'un espace de réparation, en supposant qu'on peut guérir ou réparer ce genre de trauma-là. En cherchant une voie tangible vers ce que l'on appelle, faute de mieux, la guérison, je me suis souvenu des paroles de William Kalubi Mwamba, communément appelé dans la street Damso. Sache que vouloir oublier, c'est y penser tout le temps. Accepte quelque chose, la fin de quelque chose, excusez-moi, pour en commencer une nouvelle. J'ai alors décidé de recommencer à réfléchir, à écouter et surtout à penser la plaie. Comment faire vivre cette catharsis à mes étudiants? Dans cet atelier de création, donc disons la partie didactique, je propose aux étudiants d'entrer dans l'autofiction comme on entre en territoire de puissance. Dire je, ici, n'est ni un repli narcissique, ni un simple témoignage. C'est un geste d'énonciation fort, un acte de présence au monde. L'objectif, c'est d'amener les étudiants à écrire un texte autofictionnel très bref, 100 mots maximum, à la première personne, inspiré de l'esthétique de Marie-Pierre Lafontaine dans son livre Chienne. Puis, à le porter à voix haute, de manière incarnée et expressive. L'autofiction devient alors un espace de transformation. On immobilise la mémoire, l'affect, la subjectivité, non pas pour dire le vrai factuel, mais pour atteindre une vérité émotionnelle. Les étudiants apprennent à reconnaître les caractéristiques de ce type d'écriture, donc l'autofiction, et surtout à transformer une expérience intime en matière littéraire, dense, engagée et habitée. Je présente ensuite brièvement l'écriture de Marie-Pierre Lafontaine. Donc, je dis brièvement, on passe quand même 4 heures là-dessus à décortiquer le discours, à analyser le fragment. Une écriture du corps de la violence marquée par le refus du silence, c'est ce qui m'intéresse. La fragmentation, les répétitions et une brutalité pleinement assumée. Je vais vous passer les consignes aussi de création rapidement. Là, je ne veux pas trop monopoliser l'espace. Donc, rien n'est exigé, ça, il faut le savoir, de l'ordre de la confession. OK? Tu me dis ce que tu es prêt à me dire sans te faire violence au maximum. La réalisation de la tâche se fait en 2 temps. D'une part, on fait émerger la matière littéraire en classe. On va créer ce qu'on avait appelé le premier jet, là, un peu plus tôt en matinée. Puis ensuite, moi aussi, je le prends en photo. Donc, comme ça, fuck l'IA. OK? Et après, ils viennent juste me le performer dans un deuxième temps. Et c'est cette performance-là qui est évaluée, pas la qualité de la langue. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain derrière les mots. C'est comment tu me transmets l'émotion. Puis c'est ça, en tout cas de mon expérience, qui a vraiment créé ça en classe. Le vrai kintsugi, là, il est apparu à ce moment-là. Je vais passer à l'évaluation. Donc, l'évaluation propose un moment charnière de mutualisation permettant de partager le texte, le trauma. Un retour collectif est proposé après que chacun des étudiants se soit prêté au jeu. Donc, chacun de mes 40 étudiants dans chacun de mes 3 groupes vient performer, comme l'ont fait mes excellents étudiants aujourd'hui, devant la classe. Puis après ça, on fait un retour, on ferme. Afin de verbaliser les choix d'écriture, de formaliser les acquis, donc je le rappelle, hein, un jeu qui est incarné, une mémoire transformée. L'autofiction devient non seulement donc un outil de création, mais un véritable levier de prise de parole et de subjectivation. Donc, rapidement, vous allez voir, ça, c'est les consignes qui sont
sont proposés. Donc, le sans mots, le style autofictionnel autour de Marie-Pierre Lafontaine. Donc, je passe ici assez rapidement. Je prendrai le temps, par contre, c'est ce qui va le plus vous intéresser, je pense, mes propositions de pistes de sujets puis de conseils d'écriture aussi, afin que vous puissiez là, vous réapproprier l'atelier. Donc, les pistes de sujets rapidement. Évoquer une blessure ancienne que l'écriture transforme en puissance. Décrire un moment de honte ou de peur, mais en faisant entendre la voix intérieure qui résiste. Explorer la mémoire du corps, une cicatrice, un geste, un tatouage, une douleur qui revient. Dire le silence, ce que tu n'as jamais osé raconter ou ce qu'on t'a imposé de taire. Transformer l'expérience en cri ou en libération. Un jeu qui refuse la posture victimaire. Et finalement, pour les conseils d'écriture, sont au nombre de 3. N'essaie pas d'expliquer ou de justifier ce qui se passe. Laisse-nous vivre le récit avec toi, à travers des affects, des émotions, des images personnelles et surtout sincères. Laisse venir les images, les sensations, les éclats. Le fragment peut devenir une force. Et finalement, produis ton texte à voix haute. Ajoute-y ensuite des marques, intonations, des bitonalités pour t'aider dans ta lecture. Comme dirait un étudiant lambda dans mon cours d'intro à la littérature, en conclusion, depuis la nuit des temps, un poète antique, Damso, a dit « J'aime quand je saigne, car c'est par mes blessures que passe toute la lumière. » Plus sérieusement, mon approche n'est pas celle d'une chercheuse universitaire ou d'une génie des relations d'aide, mais celle d'une survivante, d'une grande sœur, d'une enseignante. En parlant avec mes étudiants, j'ai compris que mon rôle, c'était juste d'être une gardienne. Pas d'un lourd secret honteux, non. Je suis la gardienne de leur plaie béante. Gardienne de la blessure, de la violence, d'un thanatos insidieux qui se nourrit de la chair de nos enfants. Je suis cet arcane majeur du tarot qui te glisse à l'oreille que la chair ne rimera jamais avec la soumission. Et en bonne magicienne des mots, je me permets cette optimiste prophétie. La guérison commencera dans une classe de cégep, froide et écho. Les paupières humides, à s'émanciper, se repenser, se réinventer grâce à la plume et au papier. Il faut que ton corps se fasse entendre, chuchotera Toni Morrison. Et qui sait, peut-être qu'un jour, nous nous accepterons fêlés, catharsiques, les poignets tout en dorure. En attendant, je brandis mes pinceaux et je peins tranquillement, délicatement, chacune des cicatrices de nos enfants. Leur apprendre à troquer leurs cicatrices contre de l'or, à devenir alchimistes de leurs propres blessures.